Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cet avant-match spécial Monaco-Sparta Prague, déjà le troisième en l'espace d'une semaine. Ouais, gros début de saison pour l'AS Monaco et c'est loin d'être fini parce qu'il va falloir enchaîner jusqu'à la fin du mois d'août. Parce que après cette victoire 2-0 au match aller, on s'est quand même bien facilité les choses pour ce match retour et pour une qualification pour le barrage de la Ligue des Champions. Si le match aller a été facile, ça a été moins le cas contre le FC Nantes du coup avec un match nul, un partout obtenu au stade Louis II. Ce sera donc l'occasion ce soir de réparer tout ça et un peu de se rendre un peu plus, de faire des matchs à domicile où on va retrouver la victoire surtout. Après ce match nul quand même très triste alors qu'on a affronté une équipe de Nantes qui était quand même pas de très haut niveau, qui a pas monté grand chose, qui a eu quasiment aucune occasion et on a quand même perdu des points. Donc il faut se rassurer pour moi ce soir au-delà de la victoire et de la qualification, mais qui sera à notre portée, étant donné qu'on est déjà allé gagner 2-0 à l'extérieur. Cette fois-ci, il faut au moins se rassurer à domicile, parce que la suite du championnat est plus compliquée, il va falloir faire un déplacement à Lorient, et pour ça, du coup, ça passe par déjà de se remettre la tête à l'endroit avec un bon résultat ce soir. Le match de ce soir, du coup, est un match du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ce sera le match retour. Les matchs allés ont déjà tous eu lieu. L'AS Monaco a gagné 2-0, comme je l'ai dit, au match aller. Je rappelle que les buts à l'extérieur ne comptent plus cette année en Ligue des Champions. Donc on n'a pas cet avantage d'avoir pu mettre 2 buts à l'extérieur. Et bien sûr, si on encaisse des buts par Prague, ça ne rapportera pas non plus grand-chose. Euh, voilà. À noter que si l'AS Monaco se qualifie ce soir, ils seront au barrage contre Shakhtar et Genk. Je vais arriver à parler aujourd'hui, j'ai un peu du mal, pourtant je suis bien réveillé. Le Shakhtar a gagné 2-1 en Belgique, donc c'est lui aussi facilité la tâche. Ça devrait être assez simple pour eux la qualification, donc on se dirige tout droit vers un match en Ukraine à aller jouer. Le match retour, surtout parce que le match aller sera au stade Louis II. Voilà, ce sera pas simple, mais ça sera une autre histoire. Pour l'instant, on va surtout se concentrer sur ce match-ci. Nos adversaires ont gagné ce week-end, ils en sont déjà à leur troisième match de championnat pour 3 victoires. Premier ex aequo, mais du coup avec un meilleur goal average, parce que c'est 10 buts inscrits et seulement 2 encaissés. Donc très très bon début de saison de leur part. Le seul petit couac, ça a été du coup le match contre nous, où ils ont perdu quand même à domicile 2-0. Espérons que ça continue du coup ce soir. Concernant les cotes du coup de Vbet, mon partenaire, 1,41 la victoire forcément, parce que c'est ce qu'on attend tous, une victoire de l'AS Monaco, surtout après avoir fait un match nul contre Nantes. On attend du coup que l'équipe se remobilise et aille chercher une victoire ce soir. Forcément, c'était les mêmes codes quasiment contre le FC Nantes. Si vous aviez choisi un match nul, du coup c'était un peu le jackpot. Vous voyez 8,10 la victoire du Sparta ce soir, et la qualification, je ne parle même pas, la cote est au-dessus de 10. Voilà, pour ce qui est du coup de la présentation de ce match concernant le groupe de l'AS Monaco, du coup c'est un groupe de 23 joueurs qui a été choisi par Kovac. Un peu étrange que du coup on est à domicile, n'a pas besoin de mobiliser autant de joueurs, mais pourtant voilà, pas mal de joueurs on se retrouve en tribune, 3 pour être exact, il n'y a pas de troisième gardien, donc ce sera des joueurs de champ. Un peu surprenant par exemple de voir le jeune Félix qui est appelé dans le groupe alors qu'il n'y aura pas forcément l'utilité à mon avis et qui fera partie clairement des joueurs qui iront en tribune. Si on regarde de plus près du coup les joueurs qui sont absents, du coup les 2 recrues déjà ne peuvent pas jouer ce match. Jean-Lucas et Boadou ne sont pas qualifiés pour jouer ce tour-ci, ils le seront certainement sur le match de barrage parce qu'on aura le droit de reposer une nouvelle liste de joueurs qualifiés. En tout cas, sur celui-ci, ils ne sont pas là. Idem pour Lecomte qui n'avait pas été inscrit parce qu'il était blessé. D'ailleurs, il est toujours plus ou moins blessé parce qu'il n'était même pas dans le groupe contre Nantes. À voir du coup s'il fera son retour ce week-end pour le déplacement à Lorient. En tout cas, il ne peut pas jouer sur ce match-ci. Marcelin aussi, toujours aucune info. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les mettre dans des commentaires. Je suis assez curieux de savoir ce qui arrive avec ce joueur-là. Les autres joueurs qui ne sont pas sélectionnés, du coup, une chose importante, c'est Pellegrini et Goebbels qui ne sont pas choisis, alors que Isidore, lui, est présent. Donc, a priori, le joueur est passé devant dans la hiérarchie. Et surtout, pas mal de rumeurs sur le départ de ces 2 joueurs-là sont en train de circuler, même s'il n'y a pas de nom de club en ce moment qui aurait fait des offres. Mais en tout cas, les informations laissent penser en tout cas que le club souhaite se séparer de ces 2 joueurs-là. Pas pour un prêt, mais pour une vente directement. Milo, lui aussi, est en instance de départ du côté de Stuttgart, donc c'est normal qu'il ne soit pas appelé. Et le dernier, c'est Biancon, mais forcément, quand il y a déjà Aguilar, Sidibé et Enrique qui sont dans le groupe, c'est très compliqué pour lui d'être présent. À mon avis, tant qu'un de ces 3-là ne sera pas absent, il ne sera pas appelé dans le groupe. Malheureusement pour lui, ça le freine un peu dans sa carrière, je suis assez d'accord là-dessus aussi.
Concernant les cartons jaunes, il y en a eu 3 au match aller, attention, même si c'est au bout de 3 cartons jaunes qu'il y a une suspension, et que du coup ils sont remis à 0 par la phase de poule d'Europa League ou de Ligue Champions suivant où on va. Donc en 4 matchs c'est quand même assez compliqué de se prendre 3 cartons jaunes, mais ça reste possible, donc attention de ne pas se mettre la pression là-dessus. Concernant le groupe de l'adversaire, du coup, 20 joueurs ont été sélectionnés cette fois-ci et pas 30 comme au match aller, on n'avait eu quasiment aucune information du groupe. Là, on sait qui est venu en principauté, qui sont les 20 joueurs qui seront présents au Stade Louis II. On sait aussi qui sont les absences pour blessure, chose qu'on n'avait pas sur le match aller. Si on avait des doutes un peu sur 3 joueurs, en tout cas cette fois-ci, il y en a 5 et il y en a 2 nouveaux qui n'étaient pas blessés, qui étaient même présents sur le match aller. La plus importante surtout celle du capitaine de Cal, déjà double passeur cette saison, du coup joueur très très important au milieu de terrain pour cette équipe de Prague, donc plutôt une bonne nouvelle pour l'AS Monaco. Autre nouvelle absence ici, c'est Julius, l'attaquant qui était rentré à la mi-temps du match aller, lui aussi est absent pour blessure. Voilà, les autres absents n'avaient pas joué quasiment cette saison ou très peu sur les tours préliminaires d'avant. Les statistiques que je vous affiche, bien sûr, sont celles uniquement de la Ligue des Champions. Je l'avais déjà expliqué sur le match aller. J'ai pas trouvé de site qui cumule championnat plus Ligue des Champions pour les statistiques. Et vu que ce qui nous intéresse, c'est la Ligue des Champions, c'est celle que je vous affiche. Concernant les joueurs un peu à surveiller, à noter que du coup, il y a eu 13 buts déjà d'inscrits par le club en 6 matchs, ce qui est pas mal, sur 7 buteurs différents. Et il y a eu 8 passeurs différents aussi. Voilà, il n'y a pas un joueur qui est un peu devant les autres, qui ressort clairement dans cette équipe. C'est plutôt un très gros collectif offensif. Ça avait déjà été noté, en tout cas, je l'avais dit sur le match, pour l'avant-match du match aller. Concernant les joueurs, du coup, qui ont déjà un peu inscrit des buts, ils sont 3 joueurs à avoir mis 2 buts et une passe décisive. Les 2 ailiers Pesek et Krejci, et l'attaquant, le jeune international, Lodzek, aussi, voilà, qui a 2 buts et une passe décisive, toutes compétitions confondues, bien sûr. Concernant les statistiques des deux équipes, là encore, comme j'ai dit sur le match aller, c'est très compliqué de comparer une équipe qui joue en République tchèque où il n'y a quasiment aucune statistique qui est donnée, et l'AS Monaco qui a à peine 2 matchs. Donc voilà, j'ai ressorti les mêmes statistiques qu'au match aller sur les 20 derniers matchs que les deux équipes ont fait pour vous donner plus ou moins une idée de comment tournent ces équipes-là. Si on regarde vraiment que sur cette saison, même si l'échantillon est très faible, surtout pour l'AS Monaco, au niveau de la possession, Monaco c'est 62% de possession, forcément avec 75% contre Nantes, ça aide beaucoup. En face c'est 51% sur les 6 matchs pour le Sparta, donc une équipe qui a plutôt la possession. En termes de tirs, Monaco est à 12,5 tirs pour 10,2 pour le Sparta. Et le gros point fort de la saison dernière pour l'AS Monaco, c'était le nombre de tirs subis, concédés plutôt, c'est la même chose, mais c'est toujours un point fort, parce que pour l'instant c'est 5,5 tirs concédés uniquement sur les 2 matchs qui a eu lieu. Côté Sparta, c'est assez faible aussi, qui sont à 6,9, qui reste assez faible, mais c'est surtout en championnat, où ils défendent très bien. En Ligue des Champions, c'est un peu plus élevé. Concernant les gardiens, Nita a fait les 6 matchs du côté du Sparta. Il a 16 arrêts déjà en 6 matchs, pour 6 buts encaissés aussi, ce qui lui fait 73% d'arrêts, donc plutôt un bon gardien. Concernant Monaco, là aussi que 2 matchs, 2 arrêts seulement, qui étaient sur le match aller, ce qui n'en a fait aucun contre Nantes pour Nebel. Pour un but encaissé, le fameux but contre Nantes, ce qui lui fait 66% d'arrêt, ce qui est très léger forcément, mais je ne vais pas aller faire un comparatif avec le compte, on n'en est qu'à 2 matchs, on va lui laisser le temps, clairement. Concernant l'historique des rencontres entre les deux équipes, voilà, comme au match aller j'avais dit, il n'y en avait pas, il n'y en a quasiment toujours pas, il n'y a que ce match aller qui forcément nous est très profitable, vu qu'on a gagné 2-0, l'historique c'est une victoire, c'est aucun but encaissé. Voilà, pourvu que ça dure, qu'on puisse continuer aussi sur une belle victoire à domicile et pas encaisser de but, qu'on ait un très bon historique contre eux, quand on les rencontrera à nouveau. Concernant les médias et les compos, là c'est quasiment du pareil au même entre l'équipe et Nice Matin, très très peu d'écart. Sur les 22 acteurs, il y en a un seul qui est différent. Du côté de Nice Matin, du coup c'est Diop qui sera titulaire, là où l'équipe choisit plutôt Kevin Volland. Donc à voir du coup qui sera titulaire. On retrouve bien sûr Ben Yedder, après du coup a été mis sur le banc contre Nantes, qui retrouve une place de titulaire, ainsi que pour Golovin. Gelson Martin qui fait un très bon début de saison aussi, est bien présent dans les 2-11. Fofana aussi qui était sur le banc, là retrouverait une place de titulaire, pas de rotation annoncée pour les 2 médias, pour Tchouaméni. Et la petite surprise pourrait venir du coup de Sidibé. Les 2 médias poursuivent en disant qu'il y aurait une rotation avec Aguilar et que Sidibé serait titulaire. Ils ne mettent pas Aguilar dans leur 11. Côté du coup pragois, les 11 sont identiques, les 2 sont exactement les mêmes. À noter que du coup Dokal est remplacé par Karabek dans les 2-11 au milieu de terrain, vu que le capitaine, comme j'ai dit, est absent pour blessure.
Concernant l'arbitrage, cette fois-ci, l'arbitre nous a déjà retrouvé. C'était à Dortmund lors de ce fameux match qui avait été reporté d'un jour à cause de l'attentat sur le bus des joueurs allemands. Ils avaient arbitré lors d'une très belle victoire, 2-3, même si sa note, comme vous pouvez le voir, est très très faible, 3,16 sur 10 obtenus par l'équipe et par les supporters de l'AS Monaco. Donc c'est une très mauvaise note, mais bon voilà, le match nous était plutôt favorable. Si j'ai bon souvenir, c'est plutôt lui qui a fait des erreurs d'arbitrage, mais qui ont été plutôt favorables. J'ai pas souvenir qu'il nous ait mal arbitré, il nous ait désavantagé sur ce match-là en tout cas. Ça commence un peu à remonter. Sinon, l'arbitrage italien ne faisait pas forcément favorable, comme vous pouvez le voir, il est plutôt bas depuis 2016 sur les arbitrages. 4 matchs, pas mal de cartons. D'ailleurs, M. Orsato nous avait mis 5 cartons sur ce match-là, ce qui est quand même pas mal. Alors attention du coup à pas en recevoir pour se mettre en danger sur les barrages. À noter que du coup il a déjà arbitré 13 fois des clubs français pour 7 victoires, 1 nul et 5 défaites, et une moyenne de 2,23 cartons distribués aux clubs français, donc c'était plutôt haut aussi de ce côté-ci. Une seule fois il a arbitré le Sparta pour une défaite, donc voilà, l'arbitrage est un petit peu favorable sur l'historique. Concernant les pronos ASM, je vais tenter pour une fois de vous donner un bon résultat. Parce que du coup, après avoir annoncé un nul et une victoire, et du coup Monaco a fait une victoire et un nul. Donc je vais essayer d'éviter de faire une troisième boulette. Et là, ça m'embêterait vraiment que l'AS Monaco ne gagne pas sur ce match-ci. Ce serait quand même assez triste, jusqu'à proposer l'équipe pragoise au match aller, de pas les gagner tout simplement. Moi je pars sur un 2-0, un peu comme sur le match aller, j'attends un match assez simple où du coup on ferme le jeu, on n'a pas besoin d'aller courir après le score, du coup il n'y a pas besoin vraiment de se mettre en danger, donc hormis ici, comme contre Nantes, du coup on offre des coups francs et qu'on n'est pas sérieux sur ceux-ci, je pense qu'on arrivera à bloquer le jeu et les attaquants pragois, même si ça reste une bonne équipe offensive quand même, je pense qu'on peut aller chercher une victoire 2-0. Concernant mon 11, pas de surprise dans les cages, forcément en défense, je persiste ici en disant qu'il y aura moi aussi une rotation sur le poste d'Aguilar et qu'on va retrouver du coup Sidibé titulaire, ça paraît très logique je trouve, mais bon, là-dessus c'est toujours des surprises. Concernant les deux défenseurs centraux, même si Maripane est revenu dans le groupe, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans les joueurs qui étaient convoqués, je pense que c'était un peu trop tôt pour le lancer, même si le match n'a pas une importance capitale, vu qu'on s'est quand même rendu la tâche facile, que ce sera peut-être plus compliqué contre Lorient, je pense pas le voir titulaire. Après, s'il est titulaire, j'avoue que moi ça me ferait plaisir, parce que je trouve que 10-6 c'est très compliqué, j'ai déjà évoqué dans les deux avant-matchs précédents, je vais pas y revenir, je préfère revoir Maripane, c'est sûr. Concernant les pistons, je vois pas de rotation. Gelson fait vraiment un très très bon début de saison, pas de raison pour l'instant de le changer, même si c'est pas le meilleur des joueurs et à ce poste-là non plus. Je le trouve en tout cas très bon pour l'instant. Autant continuer au milieu de terrain. Pareil, Chouamini, je le vois titulaire, surtout après ce qui s'est passé au match aller. Je pense qu'il est assez revanchard et qu'il voudra encore une fois leur marcher dessus. Donc je continue avec lui. Fofana retrouvera une place de titulaire, pas de raison qu'il soit 2 fois sur le banc, tout comme Golovin. Ma surprise, moi, viendra du coup de Diop. Je pars du coup sur une rotation de Kevin Volland. Alors, ce serait pas un conseil que je vous donnerais, parce que normalement Kevin Volland est vraiment très très rarement mis sur le banc par Kovac, qu'on a pu voir la saison dernière, c'est très rare. Mais voilà, on n'a pas énormément d'attaquants sur le banc, il reste que Isidore comme attaquant principal, donc j'imagine bien une rotation sur le poste d'attaquant. Ça a été le cas pour Ben Yedder, qui a été mis sur le banc sur le match contre Nantes, donc je vois bien du coup que ce soit Volland cette fois-ci, qui soit sur le banc. Après peut-être que ce sera le cas plutôt à Lorient, et du coup qu'on aura une doublette Ben Yedder, Boadou, je sais pas, on verra bien. En tout cas, j'ai envie de dire que Diop sera titulaire sur ce match aussi, et forcément le retour de Ben Yedder en tant que titulaire. Concernant l'homme du match, j'avais déjà nommé Golovin au match aller, il avait été deuxième juste derrière Chouameni, donc je vais poursuivre avec lui, je trouve qu'il fait lui aussi un très bon début de saison. Concernant les questions, est-ce que Monaco réalisera plus de 2 arrêts donc du coup, moi je pars sur un non, je pars sur que Monaco fasse 0, 1 ou 2 arrêts dans ce match-ci, parce que je m'attends, comme sur tous les matchs de ce début de saison et ceux de l'année dernière, que Monaco soit très strict derrière et laisse très peu d'espace et très peu de tirs à l'équipe adverse. Surtout qu'on n'a pas besoin d'aller chercher le score, donc on va pas se libérer de l'espace, on va jouer groupé et contrôler ce match, avoir la possession, laisser peu d'opportunités à l'adversaire, donc je pense que on ne devrait pas avoir beaucoup de tirs subis par l'adversaire, et donc Nobel n'aura pas énormément de travail à faire. Même si là je crois que c'est plus de 70%, on choisit le oui pour l'instant sur les saisies. Concernant le nombre de touches, qui c'est qui va toucher le plus de ballons du match, sur la saison dernière, c'était déjà Badiachil qui était normalement très régulièrement le joueur qui touchait le plus de ballons. Sur ce début de saison contre Nantes, c'est Badiachil avec 133 ballons touchés, devant Dissassi, Aguilar et Chouameni en 4ème.
contre le match à Prague, et c'était Badiachil et Tchouaméni à égalité, avec 78 ballons seulement touchés, devant Aguila et ensuite Dissassi. Donc voilà, pour l'instant je pars plus sur Badiachil qui a plus de chances de toucher du ballon, et surtout le moins de chances d'être remplacé en cours de match. Et la question va être, est-ce que l'AS Monaco va gagner du coup la première mi-temps et ainsi que le match? Je me dis un oui, parce que je pense qu'on devrait arriver en première mi-temps à rapidement mettre un but et se mettre à l'abri sur ce match-ci. Ça paraît assez logique, la cote est à 1,98 de mémoire, donc ça paraît plutôt un bon plan. Voilà ce qui était du coup la présentation de ce match. Du coup, je vais basculer sur le live chat avec Twitch. Je rappelle pour ceux qui me suivent sur YouTube, si vous voulez voir du coup ce qui peut se dire et les échanges que je peux avoir pendant 20 minutes, une demi-heure. Sur Twitch, il suffit d'aller sur ma chaîne Twitch et vous pouvez regarder. Pendant 45 jours, il y a encore la vidéo qui est en ligne. Vous allez sur la fin de la vidéo pour voir du coup toute la partie qui concerne le chat, si vous pouvez la retrouver. Voilà, en tout cas, je remercie tous ceux qui m'ont follow pendant cette vidéo. Il y en a 3-4 qui l'ont fait sur mon compte Twitch, ça fait très plaisir. Merci à pour aussi ceux qui l'ont fait dernièrement sur mon compte YouTube. Pas mal de vues, pas mal de nouveaux abonnés, ça fait très plaisir. Ça pousse du coup à continuer à faire toutes ces petites vidéos les jours de match. Merci aussi à tous ceux qui sont présents sur le live, ça fait toujours plaisir, surtout après avec pas mal d'échanges sur le chat. C'est très cool, voilà. Merci, à très très vite.